N'ayez pas peur de devenir développeur, n'ayez pas peur de devenir ingénieur, d'apprendre du low level. Ici en Amérique, il n'y a personne qui a peur, tout le monde est optimiste. Les gars à Stanford, ils apprennent à coder, on sait, ils sont super heureux. À Berkeley, dans toutes les universités ici, ça apprend à coder, ok? Et je ne pense pas que c'est obsolète, ok? Donc, c'est mon opinion. Si tu n'es pas d'accord, challenge-le et au plaisir d'en débattre peut-être durant un live avec les amis. Les amis, hein, si vous regardez cette vidéo, bon, Alex Oyes, on discute pas mal sur WhatsApp, développeur libre. Eh ben, nous, on va challenger ici. Alors, pour la petite histoire, moi, j'avais commenté sous cette vidéo. En fait, j'ai pas eu le temps de répondre parce que je suis en retard. Je dois sortir une vidéo à 18h. Je la tourne, c'est 18h47. Mais j'avais écrit le biais du statico, la version à la perte, la pensée de groupe n'épate pas les cerveaux de la Silicon Valley apparemment. Première vidéo où tu te trompes à mon avis. Et donc il me dit, Melvin, je me trompe dans quoi? Quel argument? Bon, et c'est ce qu'on va voir ici, et ça me semble vraiment très 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 important. Même si évidemment, ça reste que mon humble avis. Moi aussi j'ai des biais, moi aussi je suis soumis aux mêmes failles cognitives que tout le monde, mais c'est quelque chose qui est quand même très très important à comprendre et à connaître. Et là, très sincèrement, je vois mal comment les développeurs de la Silicon Valley ne peuvent pas être dans le syndrome Kodak. Donc pour ceux qui connaissent pas ce qui est arrivé à Kodak, ce qui est ironique, c'est que en 1975, le premier appareil photo numérique a été créé chez Kodak. Mais ils se sont dit, tiens, qui va vouloir de ce truc-là, un truc numérique qui prend des photos sans pellicule, qui peut s'échanger hyper facilement, qui va vouloir de ça? Les constructeurs concurrents se sont mis à fond là-dedans et en 2012, Kodak a fait faillite. Donc est-ce que c'est parce que les ingénieurs de chez Kodak, le PDG, le comité directeur étaient complètement stupides? Évidemment que non. Le problème, c'est au contraire qu'ils étaient experts du sujet et c'est pas le seul problème. C'est ce qu'on va voir. On a plusieurs biais cognitifs qui dans ce cas-là, ont mené à cette mauvaise décision de ne pas aller dans le numérique. Donc le premier biais cognitif, donc si vous savez pas ce que c'est qu'un biais cognitif, c'est un truc qui nous enlève notre rationalité. C'est-à-dire que sur un problème neutre, complètement détaché de nous, on va pouvoir être rationnel. Donc ça n'arrive jamais vraiment, parce que dans 99% des cas de ce sur quoi on réfléchit, eh ben on a des biais cognitifs qui vont biaiser notre jugement. Donc premier biais, les coûts irrécupérables. J'ai investi 30 ans dans le film, donc là dans le film c'est la pellicule, et je vais quand même pas tout jeter. Les devs, ça fait 15 ans que je bouffe du React, il faut que ça continue à servir. Il y a un biais cognitif qui nous empêche de penser que quand on a fait pendant 15 ans un truc et qu'on est devenu expert dedans, en fait on va prendre tous les éléments qui font en sorte que ça confirme notre vision des choses. Typiquement, OpenAI embauche des développeurs à l'appel, Anthropic embauche des développeurs à l'appel, les boîtes qui licencient des gens à l'appel, ça, on va avoir tendance à minimiser et à maximiser l'importance des arguments, des actus qui vont dans notre sens. Voilà. Le cerveau protège l'investissement passé. Donc Kodak, ils ont fait 30 ans de pellicule, ils protègent la pellicule faillite. Les devs, ils ont fait 15 ans de code, ils protègent le code. Donc quand on dit ils protègent le code va toujours exister, mais ils protègent leur expertise du code. Combien il y a de vidéos pour dire que ouais, l'IA c'est bien, mais il faut quand même tout vérifier derrière parce que ça fait des bêtises. Ou bon ok, ça refactor plus vite, mieux, mais il faut quand même qu'il y ait un dev qui fait l'architecture, qui donne son point de vue. Ou ce que dit Melvin, il faut quand même qu'il y ait des gens qui ont du goût pour savoir comment mettre les boutons, quelle couleur, etc. Pour faire des choses qui soient le taste et le care, d'après ce que j'ai retenu. Et ça, c'est un point dont il faut que je reparle un peu plus loin dans la vidéo. Mais en gros, les gens protègent ce dans quoi ils ont investi. Donc ça, c'est la première chose. Les coûts irrécupérables, ça s'appelle aussi l'aversion à la perte, je pense. Si vous lisez Influence et manipulation de Robert Cialdini, où il y a les 6 ou 7 grands principes qui font qu'on est influençable, lui, il appelle ça l'engagement-cohérence. En fait, quand on est allé dans quelque chose, quoique non, ça, c'est pas vraiment tout à fait l'aversion à la perte. Je dis des bêtises, c'est un mix de plusieurs biais cognitifs, je pense.
Deuxième biais, le biais identitaire. L'identité, c'est vraiment ce qui nous impose 90% de nos choix. Et là, j'ai une conversation la semaine dernière avec un ami qui est premier à tous les running, toutes les courses qu'il fait. Et il me disait que il n'était pas sponsorisé parce que lui, il achète du Decathlon pour ses t-shirts, qu'il se verrait pas acheter des t-shirts à 100 balles pour se mettre sur les réseaux, pour être sponsorisé, etc. Et en fait, là, j'ai parlé du coup de ce biais identitaire, de l'identité. Quand on achetait des trucs de marque, c'est parce qu'on se voyait comme celui qui gagne tous les marathons. Et il disait, ouais, mais moi, je suis rationnel parce que j'achète du Decathlon et ça va très bien. Mais en fait, même quand on est économe quelque part, même quand on dit qu'on est rationnel, des fois, on va acheter des trucs pour coller à cette identité-là. Il n'y a pas que la rationalité là-dedans. Ils ont cette étiquette peut-être qu'on leur met de personnes efficientes qui aiment ne pas gaspiller, etc. Et ça marche aussi dans ce sens-là. Bref. Et en fait, quand on s'en prend à notre identité, là c'est vraiment ce qui fait mal au ventre quand on dit que si le métier de dev n'existe plus, en gros, c'est vraiment quelque chose qui fait mal à se dire mais attends, mais moi du coup je suis qui? Si je suis plus un dev, qu'est-ce que je vais faire quoi? C'est qui quoi? Est-ce que je vais toujours garder ma casquette de dev? Est-ce que je vais quand même avoir mon ordinateur avec un fond noir? Qu'est-ce qui se passe? Et donc pour lutter contre cette peur en fait, on va vouloir se rassurer en disant non mais les devs, ils sont toujours là. Et c'est vrai qu'on voit la même chose dans tous les métiers de l'IA, et là je me souviens d'une conférence de mon ami Shaiman, le futurologue. Donc le futurologue qui a une super chaîne sur les dangers de l'IA et comment elle va nous anéantir. Et une de ses premières conférences sur l'intelligence artificielle, à la fin il y a les questions, et il y avait le traducteur qui disait ah ouais l'IA c'est super mais par contre pour traduire ça marche pas vraiment. Il y a le graphiste ah ouais l'IA c'est super mais par contre voilà, il y a 6 doigts dans les images, et puis on voit que c'est de l'IA, etc. Et le développeur, il disait, ouais, mais ça fait quand même c'est bien pour tout le reste, mais là, c'est exactement ce qu'on a là-dedans, en fait. On voit que l'IA, ça va remplacer les autres, mais nous, non, nous, finalement, ça va pas nous remplacer. Et en fait, ce qu'ils ont derrière la tête, quand ils disent les devs seront toujours là, en fait, c'est un truc pour se rassurer, pour dire, j'aurai toujours ma place quelque part. Troisième biais, le biais de normalité. Et donc ça, c'est le fait de voir les choses telles qu'elles sont, telles qu'on les a toujours connues, et on n'arrive pas à imaginer que quelque chose de vraiment nouveau va arriver. Et là, j'ai une autre anecdote. Il y a à peu près 7-8 ans, je sais plus exactement les dates, mais j'avais vu un article sur le fait que Google, justement dans la Silicon Valley, avait des voitures autonomes et que c'était en test. Et du coup, à un repas de famille, j'avais un cousin qui me disait rien du tout, et moi je parlais de cet article, et je me disais que c'était sûr que quand les automobiles autonomes allaient arriver, on n'aurait plus besoin de conduire, et puis ça va, plus personne ne voudra conduire de voiture, en fait, ce sera tellement cool, ça fera moins de trafic sur la route, parce que là, il y a plein de voitures qui sont à l'arrêt dans les garages, etc., ce sera plus économique pour tout le monde, et donc moi, dans mon esprit, c'était évident que tôt ou tard, ça allait arriver. Et donc là, on n'en est pas encore là, mais il y a quand même des voitures qui roulent toutes seules. Et là, on est le 17 mars et le 21 mars en Europe, on devrait avoir le droit aux premières voitures qui conduisent toutes seules. Aux Pays-Bas, si vous suivez l'actu. Mais il y a 7-8 ans, ça nous semblait de la science-fiction. Même chose pour des choses comme le Covid, par exemple. Quand le Covid est arrivé, si on nous avait dit, ne serait-ce que 3 semaines plus tard, que les gens allaient rester chez eux enfermés, personne n'aurait cru quelque chose comme ça. Et donc ça, c'est le biais de normalité. En fait, que la vie qu'on a tous les jours, on a tendance à penser que ce sera toujours la même chose et on n'arrive pas à avoir vraiment des futurs différents. Donc quand Melvin dit Anthropic recrute des devs, Kodak il recrutait des chimistes en 98. Alors là, c'est un peu particulier parce que, mine de rien, l'IA, c'est vrai, ce sera toujours du code. Et étant donné qu'elle est entraînée toujours sur des données passées, le domaine de l'IA, c'est le secteur qui aura des devs le plus longtemps possible. Et peut-être qu'il y aura toujours besoin de devs. Mais c'est quand même un cas bien particulier dans les autres entreprises qui font pas de l'IA. Les développeurs ont de chances d'être remplacés par des agents. Et j'ai pas prévu de donner d'exemple, mais je suis sûr et certain que c'est déjà le cas. On peut prendre moi-même, qui développe un SaaS avec de l'IA, des trucs de fou, alors que je ne suis pas dev. Donc moi-même, j'ai remplacé une équipe de dev, parce qu'en une semaine, je pense que même une équipe de dev, elle aurait pas pu faire un produit comme celui que je suis en train de faire en aussi peu de temps. Donc voilà, je suis l'exemple, on va dire. Ensuite, on a biais 4 et 5, aversion plus Dunning-Kruger.
Donc là, il m'a mis deux biais cognitifs dans le même bullet point. Donc là, je pense qu'il parle de l'aversion à la perte qu'on a vu tout à l'heure. Et Dunning-Kruger, en fait, c'est un biais qui dit que en fonction de là où on en est de notre niveau d'apprentissage, eh ben, on voit pas les choses telles qu'elles seraient. Alors moi, tel que je l'avais appris, ce biais-là, c'était plutôt les débutants qui avaient tendance à surestimer leurs compétences dans un domaine. Mais on va faire confiance à Claude que en fait plus t'es expert, plus tu penses que l'IA ne peut pas capturer la complexité. Ouais, alors je vois ce qu'il veut dire. En fait, quelqu'un qui est très expert dans un domaine, il va avoir tendance à surévaluer sa vision, à dire bah attends, c'est moi l'expert, donc l'avis des autres quelque part il est moins important. Voilà, les experts ne se font pas disrupter par les débutants, c'est quoi ce délire? Donc là en gros les développeurs ils se disent attends, moi je connais le code, je vais pas me faire remplacer par des mecs qui codent pas. Il y a pas des gens qui ont jamais touché une ligne de code qui vont faire des SaaS plus performants que le mien, c'est pas possible. Et donc voilà, pour ne pas adhérer à cette vision-là, ils vont encore plus renforcer leur vision que apprendre à développer c'est important. 6, moi, 0 biais à défendre. Alors pas dev, là je sais pas ce qu'il veut dire. Ouais, alors là je pense qu'il se trompe Claude. Je pense qu'il dit je suis pas dev, donc moi j'ai pas de biais cognitif. Bon, c'est pas tout à fait vrai parce que moi je suis pas dev, j'ai la croyance que je peux coder comme un dev et donc j'ai aussi envie de croire ce qui m'arrange. Donc quand Melvin il dit qu'il y aura toujours besoin de coder et que moi j'ai pas envie d'apprendre à coder, et ben j'ai aussi tendance à dire bah non, regarde, il y a plein de projets qui sortent. Donc voilà, faut avoir l'humilité de dire que bah nous aussi on a des biais cognitifs et il faut essayer de les prendre en compte au maximum. Et d'ailleurs, je crois que je sais plus, mais je crois bien que c'est Socrate ou Aristote ou je sais plus quel grec, où il y a, je crois que c'est l'oracle de Delphes qui lui dit que c'est le plus sage de toute la Grèce, et donc lui il va faire un périple pour prouver qu'il est pas le plus sage parce qu'il pense pas qu'il est sage. Et en fait il tombe que sur des mecs qui croient tout savoir sur tout, et en fait au final il se dit ah bah ouais en fait c'est peut-être bien moi le plus sage. Et en gros c'est ça l'humilité je pense qu'il faut avoir, c'est de bien comprendre notre parcours de vie et les biais qu'on peut avoir. Et moi qui ai toujours aimé créer des choses et qui ne me suis jamais mis au code, et si vous regardez cette chaîne, c'est peut-être la même chose, c'est sûr et certain qu'on a envie d'y croire qu'on peut faire des choses aussi bonnes. Bon, il se trouve que moi, même en prenant en compte cette partie-là, ça me paraît quand même assez évident que aujourd'hui, un mec comme moi qui n'est jamais codé arrive à faire des SaaS et à faire évoluer le produit assez vite. Quand je vois les produits qui sortent, parce que là il y a Cloud Code, là il y a des outils qui sortent pour monitorer tes Cloud Code et faire une équipe d'agents IA qui va communiquer ensemble, qui va partager la mémoire, etc. et auquel tu peux leur donner un but et ils vont tout faire pour atteindre ton but sans que tu aies à intervenir. Pour moi, je vois pas en fait de raison rationnelle de dire que ça ne se fera pas. Et pour opposer l'argument du care et du taste que disait Melvin, donc mon super formateur qui a fait la vidéo, le truc c'est que l'IA, elle peut se baser sur des données. Donc quand tu vas mettre ta page de vente par exemple, que tu veux qu'elle soit bien écrite, qu'elle soit belle, persuasive, bon, l'IA, elle a peut-être pas de care, pas de test, elle va faire des trucs moyens. Mais ce qu'elle est capable de faire 10 fois mieux qu'un humain, c'est que l'IA, elle va pouvoir faire de l'A/B testing, mais c'est même pas de l'A/B testing, c'est des plans d'expérience à grande échelle. C'est-à-dire que l'IA, elle va être capable de comprendre 10 fois mieux qu'un humain qu'est-ce qui fait que telle version a marché, et par itération, en fait, tôt ou tard, elle va délivrer des choses efficaces qui sont beaucoup plus ergonomique, beaucoup plus UI, UX friendly que n'importe quel humain. Parce qu'elle va pouvoir mesurer où est-ce que les gens font passer leur sur-oui, tel texte ça marche mieux que tel texte, telle couleur qu'un humain n'est pas capable de faire. Et pourtant, il y a quand même une dimension là-dedans que je pense, alors je sais pas si c'est le care ou le taste, où Melvin a raison, mais c'est pas vraiment dans la création du développeur. Pour moi, ce qui va rester, c'est la brand. Et là où l'humain, à mon avis, va être au centre, c'est dans son image. Parce que les gens vont bien aimer suivre, je pense, des humains. Alors peut-être que ce sera aussi des IA. Mais à mon avis, ce qui va faire une vraie différence, et que l'IA là aura du mal à répliquer, c'est ton positionnement, ton identité, à quel créateur tu vas avoir envie d'adhérer, parce que tu te reconnais en lui. Ça, peut-être que les IA auront du mal à le répliquer, encore que je suis pas certain. Donc ce que je vous dis, c'est pas que les devs vont disparaître demain matin, c'est que ceux qui pensent que leur job est protégé parce qu'ils sont experts, ceux-là, c'est les prochains Kodak.
Et pendant qu'ils débattent, il y a des gens qui construisent le futur. Il y a des projets open source sur GitHub, comme Paperclip, avec presque 28 000 étoiles au moment où j'enregistre. Son principe, tu configures une équipe d'agents IA, tu leur donnes un objectif business et ils se débrouillent. Et ça, c'est déjà ce que je fais à mon échelle avec Metal Maestro. Mon agent, alors il gère pas les devis, il gère que les chantiers, mais il gère les chantiers, il répond aux clients sur WhatsApp, et il connaît tous les chantiers. Alors je suis pas dev, mais j'ai une équipe d'IA. Les devs qui vont survivre, c'est pas ceux qui checkent le code, c'est ceux qui apprennent à donner des objectifs à des agents. Et ça, c'est une compétence d'entrepreneur, pas de codeur.